Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver avec aujourd'hui une question qu'on me pose quasiment tous les jours. Que va faire l'immobilier, notamment dans les grandes villes, notamment à Paris, en France au sens large? Est-ce que l'immobilier va s'effondrer ou pas? Est-ce qu'il faut encore acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Voilà, toutes ces questions, on va essayer d'y répondre ensemble, évidemment, en toute transparence, en toute pédagogie, avec des graphiques. Alors, c'est vrai, il y a quelques mois, j'avais déjà annoncé qu'on était dans une bulle immobilière. D'ailleurs, ça fait même plusieurs années. Cette bulle, évidemment, elle se calme, elle revient. Et c'est vrai qu'avec cette pandémie, on pensait que ça allait se calmer. Eh bien non, c'est a priori, c'est en train de redémarrer. Alors, on va regarder ça dans le détail et bien entendu, on va essayer de donner des perspectives et de savoir ce que nous devons faire pour les prochains mois. Alors, premier graphique très simple, c'est quoi une bulle immobilière? Une bulle, c'est très simple, hein, c'est lorsque la réalité financière va trop loin par rapport à la réalité économique. Donc, on a vu effectivement des bulles boursières ici même. Là, on va voir cette bulle immobilière. Donc là, on voit, vous voyez, sur très longue période, ça c'est les prix de l'immobilier en France. Donc depuis 1984, hein, on le voit jusqu'à 2019, donc avant la crise du Covid. Et donc que voit-on? Eh bien effectivement, on voit la bulle, on la regardera tout à l'heure en zoomant donc de 84-91. Ensuite, ça s'est complètement effondré. Alors la courbe bleue, ce sont les prix des logements, et la courbe rouge, c'est ce qu'on appelle le PIB en valeur. Ça veut dire la richesse qu'on crée en France augmenter de l'inflation. Donc on voit qu'il y a plutôt une bonne corrélation sur longue période, sauf effectivement depuis, on va dire 2015 à peu près, où malgré, on avait eu un premier coup de semonce en 2009, c'est reparti ensuite à la hausse après la crise donc de 2009, ça repart à la baisse et on voit que là, ça redémarre. Donc là, c'était avant la crise du Covid, on voit qu'on a effectivement un écart énorme. Donc là, vous voyez, c'est une base 100 en 1984. Donc ce qui valait 100 en 1984 pour le PIB en valeur, ça vaut aujourd'hui 350, mais ça vaut 550 pour les prix des logements, donc 200 points de plus. Alors, tant mieux pour ceux qui ont acheté à l'époque, ceux qui ont acheté là c'était un petit peu plus dur, mais néanmoins on a réussi à retrouver une tendance, une dynamique immobilière. L'immobilier sur le long terme, ça reste évidemment payant. Alors on va regarder, faire des petits focus. D'abord la première bulle, celle de 84-91, donc on la voit ici. Donc on voit cette remontée très forte des prix, à l'époque 200% quasiment d'augmentation des prix des logements. Le PIB en valeur, c'est la courbe rouge, et puis ensuite on a l'effondrement des prix, le dégonflement de la bulle à partir de 91, parce qu'on a vu notamment une augmentation des taux d'intérêt, donc c'est ce qui a généré cet effondrement, puis bien sûr ensuite la récession, etc. On en reparlera tout à l'heure. Alors la nouvelle bulle maintenant qu'on vit en fait depuis 98, puisque tout à l'heure on a commencé effectivement en 98, là on redémarre en bas 198, donc ce qui valait 198, vous voyez ici en 2007 avant la crise ça valait à peu près 245, là c'est le PIB en valeur toujours augmenté de l'inflation, on voit qu'il y a donc un écart qui se creuse. Ensuite, on a eu des gonflements de la bulle, regonflement et ainsi de suite. C'est un petit peu sinusoïdal. Et puis sur la fin de période, donc là on a le premier trimestre 2020, donc on attend les chiffres du deuxième trimestre sur les prix de logement. On les aura sûrement au mois d'octobre, on fera d'ailleurs de nouveau un point, mais après, a priori ça a encore un petit peu augmenté. Donc là, avec la déconnexion, ça grave, puisque la courbe rouge, le PIB en valeur, là on a les chiffres du deuxième trimestre, ça s'est bien effondré, vous voyez, même sur longue période, on voit que ça baisse assez fortement, et on a toujours cette augmentation des prix de logement. Donc oui, évidemment, il y a une bulle. Pour vous le montrer encore plus précisément, je vous ai fait un graphique juste pour vous. Un graphique justement qui ramène l'évolution des prix des logements par rapport aux revenus des ménages, par rapport aux revenus des Français au sens large, évidemment. Et ça, c'est très important puisque sur longue période, vous voyez, on a un niveau moyen à peu près, quand on ramène effectivement donc, ces prix des logements par rapport aux revenus des ménages, de 1,1. Donc, on voit ici toutes ces bulles. Alors, il y en a eu plusieurs. La bulle des années 60-65, évidemment, on l'a pas tous vécu, certains l'ont vécu. Donc là, à l'époque, c'était bien sûr encore les 30 glorieuses. Donc on était en pleine dynamique de croissance, donc tout allait bien. Ensuite, ça s'est calmé. Et puis la bulle de 84, vous voyez, on la voit ici, on ne la voit quasiment pas finalement. Mais elle a fait très très mal à l'époque, puisqu'elle a généré une récession assez dramatique. Et puis bien sûr, alors là, elle est formidable, la bulle des années 2000. Bon, c'était l'euphorie, bien entendu, avec également la bulle d'Internet à côté. Tout allait bien, le chômage baissait, tout semblait formidable. Et puis finalement, on voit qu'il y a eu le dégonflement avec la bulle des subprimes qui a eu évidemment des effets chez nous. Puis on s'est rendu compte que l'immobilier était une valeur refuge, donc ça redémarre. Mais on voit aujourd'hui que finalement, c'est pas aussi grave que là, mais on est quand même sur un écart important, puisque le niveau moyen, vous voyez, de 1960 à 2019, donc encore une fois, ces prix des logements par rapport aux revenus disponibles par ménage, c'est 1,1, et là on a un niveau, regardez, de 1,7. Donc oui, on peut le dire, on a donc un écart trop important entre les prix des logements et le revenu des ménages. C'est ça encore une fois une bulle. Alors bien sûr on va nous dire oui mais par rapport aux villes étrangères, Paris n'est pas cher, etc. Là
détrompez-vous. Donc là, on a un graphique ici du ministère du Logement et de l'Environnement, et on voit très bien, vous voyez, la France, c'est la courbe noire ici, donc on voit peut-être pas très bien parce que c'est des graphiques faits purement par le ministère, hein, c'est pas moi qui les ai faits directement, mais bon, peu importe. On va par exemple, vous voyez, aux États-Unis, hein, on retourne vers le niveau moyen qui est un niveau de 1, alors que nous, évidemment, on est sur un niveau, vous voyez, de 1,7. Donc c'est même plus cher qu'à Londres. Un petit truc rouge ici, vous voyez, c'est Londres. Donc quand on regarde cet écart entre les prix des logements et les revenus, eh bien, c'est à Paris, en France, hein, que la bulle est la plus forte. Donc il ne faut pas, de ce point de vue-là, faire un complexe d'infériorité. Bien au contraire, notre bulle est très élevée. Par rapport à cela, alors évidemment, il y a une différence entre la province et Paris, et surtout certaines grandes villes, pas que Paris d'ailleurs. Donc là, vous voyez, on retrouve ce niveau moyen entre le prix des logements et le revenu des ménages. On retrouve ici, vous voyez, le niveau de 1 en moyenne, 1,1 sur longue période. Vous voyez, aujourd'hui, si on regarde la province, on est à 1,5. Bon, donc ça veut dire qu'il y a encore des villes où finalement, il n'y a pas une bulle énorme. Si je regarde la France, donc on retrouve bien 1,7. Et si je regarde alors l'Île-de-France, on est à 1,96. Encore une fois, le niveau normal, c'est entre 1 et 1,1. Paris, 2,68, un niveau évidemment qui défie l'entendement. Et regardez, la courbe verte, c'est quoi? C'est Lyon. Lyon, regardez, plus que 2,9. Donc on a une flambée des prix à Lyon, qui fait que, évidemment, on a cette dynamique des prix qui paraît inextinguible. On se dit, bon, bah, ça va continuer comme ça, de façon indéfinie. Eh bien non, forcément, hein, même si on a envie d'y croire, les arbres ne montent pas au ciel. Tôt ou tard, il faut qu'on revienne vers le bon sens, vers une réalité économique. Alors, est-ce que ça va se produire demain? Certains vont me dire, oui, mais bon, vous nous l'avez déjà dit, etc. Puis finalement, les prix continuent d'augmenter. Bien sûr que c'est bien que les prix augmentent au niveau des logements, mais pas forcément pour tout le monde. Il y a beaucoup de ménages aujourd'hui justement qui ne peuvent pas accéder à la propriété parce que les prix sont trop chers. Alors, les prix sont trop chers, mais ce qui permet d'alimenter la bulle, ben c'est très simple, ce sont les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Donc là, on voit la courbe bleue, c'est les taux d'intérêt que paye l'État sur sa dette publique, vous voyez, jusqu'en 2020 ici, sachant que, nous voyons même sur des taux légèrement négatifs. Les taux de crédit de l'immobilier ont un petit peu augmenté. Si on regarde le meilleur taux à 20 ans, il y a quelques mois, on était à 0,9. Là, on est à 1,2%. On peut trouver 1,2% pour un endettement à 20 ans, évidemment hors assurance. Hein. Donc, ce qui veut dire que les taux sont encore extrêmement bas. Et donc, ça permet de compenser la cherté donc de l'immobilier. En revanche, eh bien, il y a un effet pervers, c'est que comme les taux sont bas, évidemment, on s'endette. Et regardez bien, ce taux d'endettement des ménages, la courbe rouge, un niveau incroyable, on est à 102% par rapport aux revenus. Si on regarde l'endettement uniquement sur l'immobilier, c'est 82% du revenu. L'endettement total, on est à 102%. C'est du jamais vu, vous voyez, c'est pire que l'État presque. Hein. On a un niveau d'endettement des ménages qui est évidemment dramatique. Alors, je vous rappelle la règle de la dette. Si la dette augmente, c'est pas grave, à une seule condition, c'est qu'elle génère suffisamment de croissance, d'emploi, de revenus pour au moins rembourser les intérêts de la dette. Donc tout l'enjeu pour les années à venir, il est là. Il est qu'on est sur un baril de poudre, une dette énorme, et est-ce que les ménages vont pouvoir continuer de rembourser leur endettement? C'est là la clé de l'avenir. Et donc malheureusement, ben, on le sait, les données économiques des prochains mois, déjà celles qui ont déjà commencé, et puis même des prochaines années, vont être un petit peu compliquées. Donc ce que je vous propose, tout simplement de façon transparente, de voir comment j'arrive à ma baisse effectivement des prix. Juste pour faire simple, hein, aujourd'hui, si je veux simplement revenir vers un niveau plus normal des prix des logements par rapport aux revenus, il faudrait une baisse de l'ordre de 20% des prix des logements en France, notamment évidemment dans les grandes villes. Alors ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais simplement ça c'est le retour à la normale. Alors justement, quels sont les ingrédients structurels de ce marché donc immobilier? Ben, il est là. Premier élément, vous allez me dire, bah, à quoi ça sert? C'est un des éléments un petit peu dramatiques ou pas, ça dépend pour qui, de ce Covid-19, c'est qu'on a donc ce développement du télétravail. Alors évidemment, il y avait le confinement au début, ça arrangeait tout le monde, puis là, on ne veut pas s'arrêter, on veut continuer. Donc là aussi, il y a un grand problème pour tout ce qui est immobilier de bureau, également immobilier commerciaux, donc qui risque, là aussi, bah, de baisser. On va avoir effectivement des biens à vendre. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est l'immobilier de bureau, donc pas commercial, pas immobilier d'appartement, certes, mais attention, la plupart des fonds qui ont de l'immobilier de bureau ou commercial, eh bien, ont également de l'immobilier de logement. Donc, ils vont réaliser des pertes, malheureusement, sur l'immobilier de bureau, voire également le commercial, et donc ils vont chercher à compenser ces pertes en vendant effectivement leurs biens immobiliers de logement, où ils gagnent encore de l'argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du côté de l'offre, ça va faire augmenter l'offre
évidemment. Donc rappelez-vous, tout à l'heure on fera la synthèse, ça va augmenter d'une façon structurelle l'offre, c'est-à-dire durablement. Deuxième élément, bon, un peu moins sympa, alors rien à voir avec la pandémie, c'est ce qu'on appelle le papy boom. Vous savez, les enfants du baby boom, il y en avait beaucoup dans les années après-guerre, quoi, 50, etc., même 60, puis maintenant, ils arrivent malheureusement donc en fin de vie, et donc ça veut dire que au cours des 10 dernières années, on avait à peu près 570 000 décès par an en France, naturels, hein, bon, évidemment avec les accidents également, mais sans pandémie, et là on va atteindre dans le meilleur des cas, 630 000 décès par an, donc évidemment indépendamment du Covid, encore une fois je le rappelle. Donc ce qui veut dire que même si la pandémie ne dérape pas, évidemment on le souhaite tous, eh bien on va avoir beaucoup plus de décès. Et donc des personnes âgées qui ont aujourd'hui leur bien et donc qui vont devoir le vendre. Donc ça va également augmenter l'offre de logement. Vous voyez, encore un élément qui augmente l'offre. Troisième élément, on vient de le voir, on a une dette qui est énorme, qui est très élevée, historiquement élevée pour les ménages. Dans le même temps, malheureusement, ça a commencé. Alors pour l'instant, l'État essaye de masquer un petit peu la situation, mais on a une augmentation du chômage, donc des licenciements qui s'aggravent. Alors ça veut dire que les ménages vont se trouver en situation de difficulté. Alors certains, bien sûr, pouvoir faire jouer leur assurance chômage, mais d'autres peut-être n'en ont pas ou pas assez. Donc ils vont devoir également, parfois malheureusement, vendre leur appartement, vendre leur logement pour pouvoir rembourser la dette. Donc là aussi, ça fait une augmentation de l'offre. Donc on voit qu'ici, d'un point de vue structurel, il y a trois éléments très importants qui font augmenter l'offre de logement, donc la vente effectivement de logement. Du côté de la demande maintenant, c'est malheureusement l'inverse, c'est-à-dire que la demande est en train de baisser. Donc l'offre augmente et la demande est en train de baisser. Pourquoi? Bien regardez, d'abord, on vient de le voir, il y a une sorte de précarisation sociale, le chômage augmente, donc évidemment les ménages sont en difficulté, donc ils ne vont pas avoir tendance à aller voir, je dirais, leur banquier pour dire bon, je veux un crédit sur du long terme. En plus, bon, il y a un climat un peu anxiogène, on espère qu'on va s'en sortir, mais tout de même, ce n'est pas de nature à prendre des engagements sur 20 à 25 ans. Puis je vous rappelle, après, il y a un élément structurel, c'est que si votre endettement dépasse 33% de votre revenu, vous ne pouvez pas continuer à vous endetter. Donc là aussi, ça veut dire que beaucoup de ménages ne pourront pas, compte tenu du niveau des prix, ne pourront pas accéder à la propriété. Donc la demande va mécaniquement baisser parce qu'on a une baisse du pouvoir d'achat des ménages. Autre élément sur la demande, eh bien oui, le resserrement des conditions de crédit. Les banques aujourd'hui, c'est vrai que la Banque Centrale Européenne les protège, mais les banques, malheureusement, elles doivent faire face à un coût du crédit qui augmente, c'est-à-dire des risques de défaut. Donc elles commencent à un petit peu répercuter sur les taux d'intérêt. Donc même si les taux d'intérêt de marché que paye l'État français, ils restent bas, d'ailleurs ça ne va pas durer forcément éternellement, eh bien on a plutôt tendance sur les banques à resserrer un petit peu les conditions de crédit, même de façon limitée. Ça joue également sur la demande, donc ça limite là aussi la demande. Et puis, troisième point important, là c'est plus pour les investisseurs, on a toujours le maintien, voire l'augmentation, parce que ça on ne sait pas aussi ce qui va se passer dans quelques années, de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc là, ça n'incite pas également pour les investisseurs à acheter de l'immobilier, d'autant qu'on a des prix très élevés. Donc les investisseurs réfrènent un petit peu leur achat donc de biens immobiliers. Donc vous avez compris, on a d'un côté l'offre qui augmente, et la demande qui baisse. Donc ça c'est la règle de base de l'économie. Quand l'offre est supérieure à la demande, a fortiori si l'offre augmente et que la demande baisse, vous avez compris, les prix ont tendance à reculer. Donc c'est ce qui va se produire au cours des prochains mois, des prochaines années même, une baisse de l'ordre de 15 à 20%. Alors il y aura évidemment des cas particuliers, il y aura des biens rares, etc. Mais il faut quand même rester extrêmement prudent. Donc en conclusion, si vous êtes locataire et que vous pouvez le faire, continuez encore, essayez d'acheter. C'est toujours mieux de payer un logement, même si les prix vont baisser un peu, mais sur le long terme, on sera quand même gagnant, puis on n'aura pas jeté par la fenêtre l'argent des loyers. Donc, si vous êtes locataire, profitez des taux d'intérêt qui sont bas, ça ne va pas le durer éternellement pour devenir propriétaire. Si vous êtes déjà propriétaire, tant mieux pour vous, restez-le. Attendez, peut-être, ne faites pas trop d'investissement. Bon, si vous avez vu une maison formidable, un appartement formidable, mais un peu plus grand, un peu plus cher, faites éventuellement, je dirais, un autre crédit. D'abord, vendez quand même votre ancien appartement avant d'acheter le nouveau pour éviter le crédit relais qui coûte évidemment une fortune. Et puis donc là, on peut éventuellement acheter encore un petit peu. Et puis si vous êtes investisseur, vous avez la chance d'être déjà propriétaire, vous avez plusieurs résidences secondaires ou que vous avez déjà investi, prenez vos bénéfices, c'est le moment, mieux vaut tenir que courir, et donc à ce moment-là, parce que les prix vont baisser, et une fois qu'ils auront baissé, ça permettra de redémarrer sur des bases plus saines. Et oui, c'est ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que la baisse des prix, c'est pas un drame. Au contraire, ça permet de resolvabiliser une partie de la demande et de retrouver justement un marché du immobilier qui sera meilleur sur des bases plus saines. C'est un peu le but du reset. Mon dernier livre, évidemment, d'ailleurs j'ai consacré un chapitre à l'immobilier que vous pourrez retrouver dans ce livre. La mise à zéro, c'est bien quand ça permet justement de redémarrer
redémarrer sur des bases plus saines. Donc c'est ce qui devrait se passer sur le marché de l'immobilier. Donc n'ayons pas peur, les crises sont toujours des phases d'opportunité, ça redémarrera, mais pour l'instant, restez extrêmement prudents. C'est tout ce que je vous conseille. Merci beaucoup et à très bientôt.